Lorsque la nouvelle de cette déplorable bataille fut arrivée à Paris et à Rouen où était encore le roi, la désolation fut générale. Tous s'affligeaient du malheur et encore plus de la honte du royaume. On ne voyait partout que deuil, on n'entendait que plaintes, mais les haines n'étaient pas suspendues par ce désastre, et chacun était surtout empressé à l'imputer au parti qu'il n'aimait point. Les uns montraient au doigt ceux qui étaient revenus de la journée d'Azincourt, d'autres s'applaudissaient de ce que les Armagnacs étaient déconfits. Il y en avait qui se livraient à des discours malveillants contre la noblesse et surtout contre les princes, dont les discordes livraient le royaume à ses anciens ennemis. Les gens sages disaient, comme avait dit le roi d'Angleterre, que c'était une punition de Dieu envoyée sur la France pour les monstrueux désordres qui y régnaient dans tous les états et toutes les conditions. Pour le conseil du roi, il sembla plus occupé du duc de Bourgogne que du roi d'Angleterre. On aurait pu entreprendre le siège d'Harfleur qui était mal défendu, ou au moins repousser la garnison. On n'en fit rien. L'armée fut ramenée en désordre aux environs de Paris et de Rouen. De son côté, le duc de Bourgogne était prêt à marcher. Déjà son armée était réunie, et avant la bataille d'Azincourt, il se disposait à se mettre en route avec toute sa puissance. Le mois d'octobre s'était écoulé en ambassades continuelles envoyées de lui au roi et du roi à lui. On voulait avoir son armée, mais non pas lui. Ses partisans continuaient à être persécutés à Paris. On en bannissait sans cesse quelques-uns qui se réfugiaient près de lui et vivaient de ses bienfaits. Enfin, on ne craignait point d'accroître chaque jour sa haine et d'allumer sa colère. Après la bataille d'Azincourt, le conseil du roi craignait encore bien plus l'arrivée du duc de Bourgogne. Pour gagner du temps, il fut résolu de satisfaire le duc de Bourgogne sur plusieurs points et en même temps de le tenir éloigné. Lorsque le duc reçut les nouvelles de la bataille d'Azincourt, la mort de ses frères le remplit de courroux. Il envoya sur le champ un héros au roi d'Angleterre qu'il trouva encore à Calais. Quand il fut devant lui, il lui dit de par le duc de Bourgogne qu'il avait tué ou fait tuer son frère, le duc de Brabant, le plus noble chevalier du royaume de France, que pour cela le duc de Bourgogne le défiait à feu et à sang, lui envoyait son gantelet et lui promettait quelque part qu'il pût le trouver, d'aller le joindre avec tous ses Bourguignons et ses Flamands, les Brabançons et les Liégeois. Le roi d'Angleterre répondit « Je ne recevrai point le gantelet d'un si noble et si puissant prince que le duc de Bourgogne. Je ne suis que peu de choses auprès de lui. Si j'ai eu la victoire sur les nobles de France, ce n'est ni par ma prouesse, ni par ma force, ni par mon habileté. C'est par la grâce de Dieu. » Le duc de Bourgogne, ne pouvant donner suite à sa querelle avec le roi d'Angleterre, ne s'occupa plus qu'à reprendre son pouvoir. Sa volonté n'était point d'avoir recours aux armes. Il espérait intimider le conseil du roi et faire agir les intelligences qu'il avait dans Paris. Il publiait que son armée était réunie pour venger le royaume, pour punir les Anglais, et que son désir était seulement d'aider le roi de ses conseils et de sa puissance. Tout proche qu'il était, la ville de Paris restait tranquille et nul mouvement ne se faisait en sa faveur. Il avait autour de lui Caboche et tous les plus furieux des bouchers. On craignait leur cruelle vengeance et les bourgeois n'étaient pas pour le duc de Bourgogne. En même temps, tous ceux qui autour du roi ou dans la ville s'étaient montrés contre lui n'épargnaient aucun soin pour s'opposer à son retour. Les gens qui essayaient d'émouvoir le peuple en sa faveur étaient mis en prison, et il y en eut même d'exécutés. La ville était sans cesse tenue en alarme et en précaution. Afin d'exciter quelque commotion, les ennemis du parti d'Armagnac répandirent que des haches dont le fer était vernissé pour n'être point aperçu pendant la nuit avaient été distribuées par le prévôt des marchands et les échevins à 4000 gendarmes qui devaient égorger ceux qu'on soupçonnait de favoriser le duc de Bourgogne. Ce bruit et bien d'autres de même espèce ne servaient qu'à épouvanter et à tenir chacun en respect. Le duc ne pouvait pas non plus songer à venir sans son armée. Il aurait exposé sa liberté et sa vie. On ne voulait pas laisser entrer ses ambassadeurs avec une suite nombreuse. On ne leur permettait pas même de loger dans son hôtel d'Artois. Ce n'étaient que messages et pourparlers continuels qui n'avançaient à rien. Le duc s'emportait contre les députés du roi, leur déclarait qu'il n'obéirait pas tant que les ordres seraient contraires au bien et à l'honneur du roi et du royaume. En ce moment, le duc de Guyenne tomba malade et peu de jours après mourut, sans être regretté de personne. Son abord n'était point facile et affable comme celui de son père, et il vivait enfermé avec ses musiciens et ses compagnons de débauche. Par le train de vie qu'il avait mené, sa santé s'était ruinée. Le bruit courut qu'il avait été empoisonné par les Armagnacs, qui craignaient de le voir redevenir favorable à son beau-père. La chose était peu vraisemblable. Enfin, 5 jours après la mort du dauphin, arriva le comte d'Armagnac, dont on avait hâté l'arrivée en lui envoyant message sur message. Il fut reçu avec grand empressement par tous ceux qui craignaient le duc de Bourgogne. Il alla aussitôt faire sa révérence au roi et à la reine. Le vieux duc de Berry l'emmena à souper chez lui. Dès le lendemain, le roi lui ceignit l'épée de connétable et il devint maître souverain des affaires.
Bientôt, il poussa avec une activité nouvelle la défense de Paris. De fortes garnisons furent placées dans les villes voisines, on rompit les ponts des rivières. À Paris, les portes furent murées, des troupes furent logées dans la ville et chez les habitants. Quiconque osait parler du duc de Bourgogne, quiconque se montrait dans les rues avec des armes était mis en prison. Il ne restait plus d'espoir au duc de Bourgogne. Il avait encore une fois échoué dans ses projets. Son aveuglement sur la disposition d'esprit des Parisiens, les allées et venues de ses ambassadeurs, tant de paroles et si peu d'actions firent de lui la fable de Paris. Ce terrible Jean sans peur ne s'appelait plus que Jean le Long, qui n'a point de hâte, et pourtant il s'obstinait encore à ne pas s'éloigner de Paris. Pendant ce temps-là, le comte d'Armagnac rendait chaque jour des partisans aux Bourguignons. Paris tremblait sous sa tyrannie et celle de Tanguy du Châtel. Aussitôt après la retraite du duc de Bourgogne, il s'était fait donner le gouvernement des finances. Il commença à lever des emprunts et des tailles plus fortes encore que par le passé, sans même épargner le clergé. Il avait été nommé aussi capitaine général de toutes les forteresses. Les exils et les emprisonnements continuaient. Bientôt, le comte d'Armagnac, après avoir conclu une trêve avec les Anglais, revint avec un grand nombre de gens de guerre. Beaucoup d'autres exécutions eurent lieu, et comme il vit bien que l'esprit des Parisiens n'était pas pour lui, il commença à les traiter plus rudement encore. Il fut défendu de réunir aucune assemblée de corps, de métier ou autre. On ne pouvait même pas faire une noce sans la permission du prévôt, et lorsqu'il la permettait, des commissaires et des sergents y assistaient pour que personne n'osât murmurer. On désarma d'abord les bouchers, puis les habitants eurent ordre aussi d'apporter à la Bastille ce qu'ils avaient d'armes. Il fut interdit d'avoir sur sa fenêtre des bouteilles, des pots à fleurs, ni rien qui pût être jeté dans la rue. La communauté des bouchers de Paris fut cassée et abolie. Tous ses privilèges, franchises, justice mis à néant. La grande boucherie située auprès du Châtelet et les corcheries qui étaient auprès du Grand Pont furent démolies. Pour lors commença une guerre ouverte entre les Bourguignons et l'armée du roi. Les principaux capitaines de Bourgogne et les Parisiens bannis formèrent des compagnies qui, sortant de la frontière d'Artois, s'en allaient ravageant le pays. Souvent même, ils poussaient jusqu'auprès de Paris, où ils avaient des intelligences. Sur la demande du Parlement et de l'université, on appliqua encore à ces compagnies l'excommunication qu'Urbain V avait fulminée contre celle qui ravageait le royaume au commencement du règne de Charles V. Cette guerre n'en devint que plus horrible. Les deux partis commettaient l'un contre l'autre toutes sortes de barbaries. Pendant ce temps-là, le comte d'Armagnac était en Normandie, où il s'efforça de venger sur les Anglais la journée d'Azincourt. L'empereur Sigismond, qui était venu à Paris au commencement de cette année et qui avait été pompeusement reçu, avait offert de traiter de la paix en Angleterre où il allait se rendre. Il y avait trouvé plus de facilité qu'on ne l'eût supposé. Le roi Henri avait aussi quelques discordes à pacifier dans son royaume. D'ailleurs, le connétable avait repoussé la garnison d'Harfleur. Il assiégeait et pressait la ville du côté de terre, tandis qu'une flotte de vaisseaux génois et castillans qu'il avait fait venir et empêché qu'aucun secours n'y arrivât par mer. Dans ces circonstances, le roi d'Angleterre prêta l'oreille au discours de l'empereur. Quelques pourparlers eurent lieu avec les nobles prisonniers qu'il avait près de lui. Le duc de Berry et quelques autres furent d'avis de ne pas repousser les propositions du roi d'Angleterre. Le connétable représenta qu'on ne pourrait pas obtenir d'honorables conditions, qu'on venait de faire de grandes dépenses pour assembler des armées sur terre et sur mer, que l'occasion était favorable. Il parlait bien, il conduisait tout à sa volonté. Le conseil, le parlement, l'université, les bourgeois qui avaient été appelés à dire leurs pensées approuvèrent le connétable. Le roi d'Angleterre, qui craignait pour Harfleur, offrit une trêve de 3 ans en laissant la ville en dépôt entre les mains de l'empereur. Le connétable avait si grand courage et si bonne espérance qu'il se refusa à tout. Les Anglais rassemblèrent toutes leurs forces de mer. Tout ce que l'Angleterre avait de vaillants seigneurs était sous ses ordres. Le conseil du roi de France, voyant combien l'occasion était importante, fit demander inutilement encore secours au duc de Bourgogne. Les vaisseaux français étaient conduits par de bons marins génois et montés d'arbalétriers du même pays qui avait aussi une grande renommée. Mais il n'y avait pas assez de gendarmes. Ce fut ce qui perdit la flotte. Le combat fut long et rude. Enfin, les Anglais forcèrent le passage de la rivière et délivrèrent Harfleur. Ce nouveau refus du duc de Bourgogne commença à donner l'idée qu'il avait conclu quelque secrète alliance avec les Anglais. Il avait passé presque toute l'année en pourparlers avec eux, soit pour les trêves marchandes de la Flandre, soit pour les affaires de l'Église. Bientôt, on fut encore plus persuadé de l'union cachée du duc avec le roi d'Angleterre, lorsqu'il alla à Calais trouver ce roi et l'empereur qui revenaient alors d'Angleterre. Le duc de Bourgogne passa 9 jours à Calais avec les deux rois, et en fut grandement accueilli. Ils s'efforcèrent de l'entraîner dans l'alliance qu'il venait de conclure. Il semble que malgré les instances du roi Henri, et bien qu'il offrit de lui donner part dans toutes les conquêtes qu'il ferait en France, le duc refusa de signer ce projet de traité. Il se borna à prolonger la trêve que déjà il avait conclue pour la Flandre et l'Artois. En même temps, le duc fit hommage à l'empereur pour la comté de Bourgogne qui relevait de l'Empire.
Ce prince était arrivé en France dans une bienveillance visible pour la France et le parti d'Orléans. Il retourna dans ses États alliés des Anglais et tout favorable aux Bourguignons. Le dauphin requit ensuite le duc d'aider le roi à gagner et défendre le royaume contre ses ennemis d'Angleterre. Il le promit et le jura, en outre qu'il voulut bien entretenir bonne paix dans le royaume. Le duc répondit qu'il le ferait très volontiers, qu'il ne voulait de mal à personne et désirait la paix avec les grands et les petits. Le dauphin fut satisfait de cette réponse et ajouta que si le duc voulait ajouter ou retrancher quelque chose aux conditions des derniers traités, il le ferait volontiers. Il se réconcilia avec le roi et conclut un bon traité pour le plus grand avantage du royaume. Ces conférences donnèrent une grande alarme aux Armagnacs. Le duc de Berry était mort depuis quelques mois, et malgré tant de maux et d'exactions dont il avait été la cause, il fut regretté, car il était plus sage, d'un accueil plus conciliant et d'une conduite plus honorable que ceux qui lui survivaient. Les allées et venues de Senlis à Compiègne n'avançaient à rien non plus. Le comte de Hainaut y suivit la reine et déclara hautement dans le conseil du roi que le dauphin ne reviendrait qu'avec le duc de Bourgogne et seulement si le conseil voulait maintenir d'autre sorte la paix et le bon ordre dans le royaume. Il y trouva le dauphin déjà fort malade. Peu de jours après, ce prince mourut. On publia que sa maladie avait été un abcès dans l'oreille et dans le cou, mais bien peu de personnes le voulurent croire. On ne douta guère qu'il eût été empoisonné. On racontait même que durant qu'il jouait à la paume et qu'il était en sueur, un serviteur suborné lui avait passé sur le cou ses mains frottées de poison. Toute espérance de reprendre le gouvernement par des traités échappait ainsi au duc Jean. Cependant, le nouveau dauphin avait pris le gouvernement du royaume, encore qu'il n'eût que 15 ans. La conduite des affaires roula plus que jamais sur le comte d'Armagnac et ses adhérents. Le premier emploi que fit le dauphin de son autorité fut de mettre un terme au désordre qui se passait chez la reine. On disait qu'il s'y commettait beaucoup de choses déshonnêtes. Quelque guerre qu'il y eût, quelles que fussent les tempêtes et les tribulations du royaume, les dames et les demoiselles de l'hôtel de la reine menaient leur train accoutumé, faisaient grandes dépenses et portaient des habillements qui étonnaient fort tout le monde. Le duc de Bourgogne rassemblait de toutes parts ses gendarmes et traitait avec les villes et communes. Le roi d'Angleterre, qui, du moins selon l'apparence et la renommée, était secrètement allié avec lui, s'apprêtait à revenir en France. Pour leur résister, il fallut se procurer de l'argent et vexer le peuple, qui devenait de plus en plus mécontent. Cet argent servit cependant en partie à mettre en état de défense les passages des rivières et la ville de Paris. On releva les murs, on fit provision de pierres et de plomb pour jeter sur les assiégeants. Les habitants furent tenus de se fournir de vivres pour un an. Pour que les marchés fussent mieux approvisionnés, les marchands furent exemptés de tout droit. On leva aussi une portion de taille en blé et en denrées. Enfin, on n'omettait rien pour se défendre. Toutefois, beaucoup de gens de bien et d'honnêtes bourgeois auraient préféré qu'on s'occupât à rétablir l'union entre les princes. Le Parlement délibéra qu'il serait écrit au duc de Bourgogne pour l'exhorter à la paix et pour le prier d'envoyer quelques-uns de ses gens afin de traiter. Le connétable n'entendait point qu'on se mît ainsi en intelligence avec un ennemi qu'il savait cruel et implacable. Pour rester maître de Paris, il fit chasser de la ville plus de 300 bourgeois ou membres du Parlement, avocats et procureurs. Puis on fit prêter à ceux qui restèrent dans la ville le serment d'être fidèles au roi et de ne rien épargner de leurs biens pour le défendre contre le roi d'Angleterre et le duc de Bourgogne. Avec cette rigueur, on maintenait Paris, mais dans les autres villes du royaume, la haine contre les Armagnacs s'en allait croissant, et l'on n'avait plus de moyens de secouer leurs joues. Peu s'en fallut que Rouen, qu'il était si important de conserver au moment où le roi d'Angleterre descendait en Normandie, ne fût livré aux Bourguignons. Cependant Reims, Châlons, Troyes, Auxerre, Abbeville, Amiens s'étaient laissés persuader par les capitaines et les conseillers du duc et firent alliance avec lui. Partout les bourgeois prenaient la croix de Saint-André et criaient joyeusement « Vive Bourgogne !» se persuadant que les attentions du duc n'étaient que pour le bien de la chose publique. Le duc, après avoir assemblé ses gendarmes, partit d'Arras au commencement d'août pour se diriger vers Paris. Auparavant, il s'était saisi de la ville et du comté de Boulogne, que la duchesse douairière de Berry venait d'apporter en mariage au sire Georges de la Trémouille, qu'elle avait épousé 5 mois après la mort de son mari. Comme le sire de la Trémouille était du parti d'Armagnac, le duc s'empara de ce fief qui relevait du comté d'Artois. Ces rapides progrès du duc de Bourgogne n'intimidaient nullement le connétable et les conseillers du roi. Ils continuaient leurs préparatifs de défense et leur autorité s'exerçait avec d'autant plus de rigueur sur la ville de Paris. En même temps, on répandait partout qu'il voulait se faire roi et que c'était lui qui appelait les Anglais en France. La ville était remplie d'espions, il y régnait tant de haine et tant de crainte que les voisins se dénonçaient les uns les autres. Personne n'osait dire une parole sur le duc de Bourgogne.
Plus le comte d'Armagnac voyait croître le mécontentement public, plus il devenait dur et hautain envers tout le monde. Le seigneur de l'Isle-Adam ayant voulu avoir le commandement de 100 chevaliers écuyers qu'il aurait levés lui-même, le connétable lui répondit qu'on avait assez de gens. Pour lors, il devint bourguignon. C'est ce que firent aussi plusieurs autres nobles, rebutés par le connétable. Rien ne pouvait briser la volonté du comte d'Armagnac et de ceux qui craignaient les vengeances du duc de Bourgogne. Ils rappelèrent les gendarmes qui défendaient la Normandie contre les Anglais, et le roi Henri, qui était descendu avec une assez petite armée, s'avança sans trouver presque aucune résistance. Les villes et forteresses lui ouvraient leurs portes, les capitaines n'avaient pas garnison suffisante, n'espéraient pas être secourus et ne savaient à qui obéir. Caen, Argentan, Falaise, Alençon, Bayeux tombèrent au pouvoir des Anglais. Le connétable, qui aimait mieux traiter avec le roi d'Angleterre qu'avec le duc de Bourgogne, fit offrir des conférences. Avant qu'elles fussent accordées, les ennemis continuaient à avancer et faisaient toujours des conditions plus dures. Le roi Henri exigeait qu'on reconnût ses droits à la couronne de France et qu'on le fît héritier du roi en lui donnant la régence. De son côté, le duc de Bourgogne avançait plus rapidement encore. Les bourgeois lui livraient les villes, chassaient les garnisons du roi. Beauvais, Senlis, Montdidier le reçurent à grande joie. On criait Noël au passage de celui qui abolissait les aides et les gabelles. Le conseil du roi et le connétable résolurent de se bien défendre. Ils n'étaient point en force pour tenir la campagne, mais en se renfermant dans les murailles, repoussant les attaques et maintenant le bon ordre dans la ville, ils espéraient lasser les Bourguignons. Le dauphin se rendit à l'hôtel de ville. « Mes braves bourgeois, dit-il, vous qui êtes de tous les sujets du roi ceux qui aiment le mieux et qui lui avez été le plus fidèles, nous vous exhortons à endurer patiemment le malheur des temps, à étouffer les discordes civiles, à conserver la bonne union. Ayez bon courage pour résister à ces ennemis que vous voyez tout près de vous et qui, pire que les Anglais, veulent détruire votre bonne ville, cette mère de tout le royaume. Ne vous laissez pas séduire par de vaines promesses comme ont fait d'autres villes. Nous rabattrons leur orgueil et, dès que nous pourrons, nous vous délivrerons des calamités de ce siège. Mais il faut nous aider et continuer de payer les subsides dont nous avons besoin. » Ce discours que ce prince encore enfant leur adressa d'une voix douce et persuasive toucha les bourgeois jusqu'aux larmes. Ils jurèrent de sacrifier leur personne et leurs biens pour défendre le roi et le dauphin. Ce serment fut prêté aussi par le Parlement, l'université et tout le corps de la ville. En effet, cette honnête bourgeoisie craignait les vengeances du duc de Bourgogne, de tous les gens de la faction des bouchers, et de cette foule de bannis que depuis 4 ans on avait sans cesse chassés de la ville. D'ailleurs, le peuple s'irritait du soin que le duc prenait d'affamer Paris, en arrêtant sur la rivière tous les arrivages de la Normandie et de la Champagne, en empêchant les blés de la Beauce de venir sur les marchés, en défendant aux paysans d'apporter des vivres dans la ville. On voyait chaque jour se réfugier aux portes de malheureux gens de la campagne, pillés et maltraités par les Bourguignons. Des précautions aussi grandes étaient prises pour tenir la ville en repos, ayant empêché toute tentative favorable aux Bourguignons. Le prévôt de Paris s'en allait sans cesse, chevauchant par les rues d'une porte à l'autre, accompagné des principaux bourgeois du parti Armagnac, exhortant les gens de la milice à se bravement comporter et relevant les postes lorsqu'ils étaient fatigués. Toute assemblée ou réunion était interdite. Tout le monde devait rentrer chez soi dès que le couvre-feu était sonné. Enfin, jamais police plus sévère ne s'était faite dans la ville. Grâce à ces dispositions, aucune dissension, aucun mouvement n'éclatait dans Paris. Vainement, les bannis et les anciens chefs des bouchers faisaient passer de secrets messages et s'efforçaient d'exciter quelque émeute. Ils ne pouvaient y réussir. Les horribles pillages des Bourguignons mécontentaient de plus en plus ceux-mêmes qui avaient de l'affection pour le duc. On disait que, voyant les Anglais conquérir la Normandie, il eût dû s'acquitter de son devoir et s'employer à leur résister. Qu'au lieu de cela, il faisait la guerre au roi et détruisait le pays où l'on aurait trouvé des ressources. Beaucoup de gens concluaient qu'il était allié aux Anglais. Ne les aidait-il pas de tout son pouvoir, ou du moins n'empêchait-il pas que les hommes d'armes du roi défendissent le royaume contre ses anciens ennemis ? Un avantage plus grand vint encore augmenter la puissance du duc de Bourgogne. Il avait envoyé de nouveaux ambassadeurs au père du concile de Constance, pour les bien assurer de sa part qu'il était loin de consentir en rien aux machinations que le comte d'Armagnac et ses complices faisaient pour conserver la France dans l'obéissance de Benoît XIII que le concile avait déposée. Il était, disait-il, uni de sentiments dans les affaires de l'Église avec le roi d'Angleterre et l'empereur. Le duc avait su se procurer du crédit au concile. Le comte d'Armagnac n'y avait envoyé personne, et paraissait réellement penché pour Benoît XIII. L'empereur Sigismond était à Constance et favorisait beaucoup le duc. Aussi, vers le commencement d'octobre, reçut-il un message du collège des cardinaux. Le député lui dit que toute la chrétienté était maintenant unie, excepté un grain de blé dans le boisseau. C'est à savoir les comtes de la comté d'Armagnac, qui sont encore dans l'obéissance de Benoît XIII, lequel est déclaré hérétique et schismatique, et ses adhérents suspects d'hérésie.
Les cardinaux finissaient par supplier le duc d'avoir en recommandation le pape et le saint concile, de défendre leurs privilèges, franchises et libertés, de ne pas ajouter foi à tout ce qui pourrait être écrit contre eux et d'avoir pour agréable l'élection que ferait le Sacré Collège ainsi que la réforme qu'il mettait en l'Église. Bientôt après, il résolut de se donner un nouvel et puissant allié et de profiter du courroux de la reine pour la mettre de son parti. Elle lui avait secrètement envoyé un de ses serviteurs afin d'implorer son assistance. Alors il lui dépêcha un de ses secrétaires qui convint avec elle qu'elle suivrait le duc s'il venait la chercher. Et, comme elle n'avait point permission d'écrire, elle confia au secrétaire son cachet d'or que le duc connaissait bien. La nuit de la Toussaint, il prit avec lui les principaux seigneurs de sa suite et ses gendarmes les mieux montés et s'en vint auprès de Tours. À peine était-elle dans l'église qu'Hector de Saveuse arriva avec 60 combattants. « Madame, dirent les gardiens, sauvez-vous, voici une grande compagnie de Bourguignons ou d'Anglais. Tenez-vous près de moi, dit-elle. » Un instant, Hector de Saveuse s'avança et la salua respectueusement de la part du duc de Bourgogne. « Où est-il » répliqua-t-elle. « Il ne tardera pas à venir, » reprit le sire de Saveuse. 2 heures après arriva le duc de Bourgogne avec tous ses gendarmes. Il salua respectueusement la reine. « Mon très cher cousin, lui dit-elle, je dois vous aimer plus qu'aucun homme dans le royaume. Vous avez tout laissé pour vous rendre à mon mandement, et vous êtes venu me délivrer de prison. Soyez assurés que jamais je ne vous manquerai. Je vois bien que vous avez toujours aimé mon seigneur, sa famille, le royaume et la chose publique. » Ils dînèrent joyeusement à l'abbaye, puis la reine manda aux gens de la ville qu'ils eussent à la laisser entrer avec son cousin de Bourgogne. La reine fut ensuite menée à Chartres, en grand triomphe. Elle confirmait par son témoignage tout ce que leur avait fait savoir le duc de Bourgogne sur la perversité et l'obstination de ceux qui tenaient en esclavage le roi et le dauphin. Elle disait que c'était pour avoir voulu la paix, qu'elle avait été dépouillée de son état et mise en prison. Elle montrait sa reconnaissance pour son bien-aimé cousin qui était si grandement touché de l'honneur et de l'avantage du roi et du royaume et qui venait de la délivrer. Tout cela semblait bien hardi à beaucoup de gens. On était dans un temps de si grand désordre et de telle confusion que rien ne pouvait étonner. Le connétable et Tanguy du Châtel s'était remis à tenir la campagne, à courir sur les compagnies de Bourgogne et à assiéger les châteaux et forteresses où l'on faisait peu de quartiers quand on pouvait les prendre. Telle était la cruauté avec laquelle se faisait cette guerre maudite, où le fils combattait contre le père, le frère contre le frère, où l'on ne voyait que rapine et meurtre. Chacun prenait les armes d'abord pour se défendre, bientôt après pour se venger ou se livrer au pillage. Les forêts étaient remplies de brigands, le pays se dépeuplait, les uns s'en allaient aux provinces lointaines où il n'y avait pas de guerre, les autres étaient tués par les compagnies ou mouraient de faim. Le pape Martin V, qui avait été récemment élu au concile de Constance, touché des calamités de la France et des guerres qui déchiraient le plus beau des royaumes chrétiens, donna ordre aux cardinaux de s'y rendre pour travailler au rétablissement de la paix. Le duc de Bourgogne, qui se trouvait à Dijon, les reçut à leur passage avec toutes sortes d'honneurs et leur fit de riches présents. La nouvelle de la paix répandit la joie dans Paris. Cependant, le comte d'Armagnac s'était opposé de tout son pouvoir à cette conclusion. Il avait redoublé de rigueur et de cruauté envers les Parisiens. Ses gendarmes maltraitaient tout le monde, sans qu'on en pût avoir justice. Enfin, on ne peut imaginer l'effroyable haine que les Parisiens avaient conçue contre le comte d'Armagnac. Comme il arrive toujours, il courait parmi le peuple 1000 rumeurs qui augmentaient son désespoir et sa secrète fureur. On disait que les gendarmes Armagnac avaient brûlé des hommes et des enfants qui n'avaient pu leur payer rançon. On assurait que la toile qu'ils avaient prise par force chez les marchands n'était point, comme ils le disaient, pour faire des tentes et des pavillons, mais pour coudre toutes les femmes dans des sacs et les jeter à la rivière. On répandait encore que le connétable voulait faire égorger tous les habitants, et que ceux qui devaient être épargnés venaient de recevoir secrètement un écu de plomb gravé d'une croix rouge et des léopards d'Angleterre. On l'accusait d'avoir dit qu'il vendrait plutôt Paris aux Anglais que d'y recevoir les Bourguignons. Tout Paris tremblait tellement devant lui qu'il semblait que son autorité n'y pût jamais être détruite. Cependant, un jeune homme nommé Périnet Leclerc, fils d'un riche marchand de fer sur le Petit Pont, homme fort estimé, avait été quelques jours auparavant, tandis qu'il faisait le guet à la porte Saint-Germain, injurié et battu par les serviteurs d'un des seigneurs du conseil du roi. Il alla porter sa plainte au prévôt qui n'en tint compte. Pour lors, il jura de s'en venger.
Comme on était au plus fort de l'indignation contre le connétable, et qu'on savait ce Périnet Leclerc plein de courage et de résolution, les parents du sire de l'Isle-Adam, partisans secrets du duc de Bourgogne, lui vinrent proposer d'introduire ce seigneur dans la ville. Périnet Leclerc y consentit et assembla quelques-uns de ses compagnons, jeunes gens de moyenne condition de conduite assez déréglée, de beaucoup de témérité et de peu de réflexion. Il y en avait jusqu'à 6 ou 7, la plupart fils de bouchers. Le lendemain du jour où la paix avait été connue à Paris, dans la nuit du 28 au 29 mai, le seigneur de l'Isle-Adam se présenta à la porte Saint-Germain-des-Prés. Périnet Leclerc avait dérobé les clés sous le chevet du lit de son père. Il ouvrit doucement. Les Bourguignons entrèrent en silence. Alors on se partagea en plusieurs bandes. Le seigneur de l'Isle-Adam s'en alla vers l'hôtel Saint-Paul, les autres prirent la rue Saint-Honoré pour s'emparer du comte d'Armagnac. Une autre suivit la rue Saint-Denis. Tous criaient « Notre-Dame de la paix, vive le roi, vive Bourgogne, que ceux qui veulent la paix s'arment et nous suivent !» De toutes parts, le peuple sortait des maisons, reprenant les couleurs et la croix de Bourgogne et répétant les mêmes cris. Surpris sans nulle défense au milieu de la nuit, les Armagnacs ne pouvaient ni s'assembler ni tenter une résistance. Au premier bruit, Tanguy du Châtel, prévôt de Paris, courut chez le dauphin, l'enveloppa dans le drap de son lit et l'emporta. On ne trouva pas le connétable, il s'était caché. Mais le peuple s'en allait de maison en maison, conduisant les gendarmes chez les divers serviteurs du dauphin, chez ceux qui avaient part au gouvernement, chez les gens qu'on accusait d'être armagnacs. On pillait leurs maisons, on les traînait en prison. Le seigneur de l'Isle-Adam avait enfoncé les portes de l'hôtel Saint-Paul et s'était présenté devant le roi. « Comment se porte mon cousin de Bourgogne ?» lui dit le malheureux prince. « Il y a longtemps que je ne l'ai vu. » Furent toutes ces paroles. Dès qu'il fit jour, on le mit à cheval et on le promena par les rues en signe d'approbation de tout ce qui se faisait. Il ne restait plus nulle raison ni mémoire à ce pauvre prince. Peu lui importait entre les mains de qui il tombait et ce qu'on ordonnait en son nom. Il ne savait plus ce qu'était qu'Armagnac ou Bourguignon. Le peuple, qui avait déjà tant de crainte et d'horreur pour les Armagnacs, fut plutôt armé et en défense que les hommes d'armes de Bourgogne. Le nouveau prévôt se mit à la tête des hommes de la commune, et avec une ardeur incroyable, ils tombèrent sur la troupe de Tanguy du Châtel. Elle fut bientôt repoussée, enveloppée et rentra dans la Bastille après avoir perdu plus de 400 hommes. Mais ce ne fut pas tout. La populace, tout émue d'épouvante et de fureur, ayant ainsi pris les armes et fait couler le sang, commença un horrible massacre. Elle allait dans les hôtelleries et dans les maisons chercher les Armagnacs et les assommer dans les rues à coups de hache. La rage était si grande que ceux qui ne pouvaient en tuer frappaient sur les cadavres étendus par terre et les meurtrissaient. Les femmes et les enfants eux-mêmes venaient maudire et injurier ces corps sanglants. « Chiens de traîtres, disait-il, vous êtes encore mieux traités qu'à vous n'appartient. Plus à Dieu qu'il n'y en eût davantage et que tous fussent en cet état. » Il n'y avait pas une rue un peu fréquentée où l'on ne vit un tel spectacle. Dès le lendemain, les Bourguignons commencèrent à arriver en foule. Ils se logèrent aux environs de la Bastille. Le sire Tanguy en avait emmené le dauphin et l'avait conduit à Melun. Ce qui empêchait le plus de remettre le bon ordre dans la ville de Paris, c'est qu'il n'y avait là aucun des grands du royaume qui pût y exercer son autorité. Le duc de Bourgogne était fort éloigné au moment où se passaient de si grandes choses en son nom. La nouvelle lui en arriva, comme il revenait de Montbéliard, où il avait eu une entrevue avec l'empereur. Il s'y trouvait encore le jour même que le seigneur de l'Isle-Adam était entré dans Paris. On fut donc beaucoup de jours sans savoir ses volontés. On ne pouvait même dire au peuple précisément le lieu où le duc se trouvait. Cela le rendait plus inquiet, et il était impossible de le faire obéir. Le prévôt n'osait faire justice de tous les crimes qui se commettaient. D'ailleurs, ce désordre convenait assez aux capitaines bourguignons. Ils y faisaient bien leurs affaires et s'enrichissaient grandement, surtout en mettant à rançon les gens riches qui se rachetaient de la mort et de la prison. D'autres chefs de Bourgogne pillaient d'une façon plus rude et plus cruelle, comme de vrais brigands, prenant l'argenterie dans les maisons et même dans les églises. Les sires de Saveuse et de Crèvecoeur se firent remarquer entre tous par leur rapacité et leur violence. Ce fut à grand-peine que le prévôt de Paris sauva l'abbaye de Saint-Denis de leurs mains vides. On avait bien député vers la reine qui était toujours à Troyes et dont on aurait pu recevoir des ordres, mais elle ne sut rien résoudre en l'absence du duc de Bourgogne. Seulement on disait qu'elle ne voudrait jamais rentrer dans Paris tant qu'on laisserait vivre une telle quantité d'Armagnacs.
Bien qu'on apprit chaque jour que les villes et forteresses jusqu'à la frontière de Picardie se mettaient en l'obéissance du duc de Bourgogne, il s'élevait sans cesse des alarmes parmi le peuple. Il ne se passait pas de nuit qu'on ne criât aux armes. On se levait, on courait les rues, on allumait de grands feux. Tout ce mouvement plaisait beaucoup à la populace et maintenait le désordre. Enfin, dans la nuit du dimanche 12 juin, on cria par toute la ville que les Armagnacs revenaient pour délivrer les prisonniers. On s'assembla sur la place Maubert. Tout le quartier des Halles et de la Grève s'y porta en foule. On courut à une porte puis à l'autre. Il n'y avait nulle cause d'alarme. Parmi le peuple se trouvaient plusieurs de ces bouchers, bannis depuis 5 ans, et qui revenaient se venger. Bientôt les plus furieux, élevant une voix terrible et agitant leurs armes, commencèrent à dire que la ville et les bourgeois n'auraient jamais de repos tant qu'il resterait un Armagnac. Bientôt ils s'engagèrent par serment à les exterminer, puis, au cri de « Vive la paix! Vive le duc de Bourgogne !» ils se portèrent aux prisons. Ces furieux étaient plus de 40 000, on ne pouvait employer la force. Quand le prévôt les vit enflammés d'une telle rage, il n'osa plus leur résister. « Mes amis, faites ce qui vous plaira, dit-il. » Ils accoururent d'abord à la tour du palais où se trouvait le chancelier et le connétable qu'on y avait transféré. Ils les tirèrent dans la cour, les tuèrent, les dépouillèrent, puis, avec une horrible cruauté, ils découpèrent sur le corps du connétable une lanière de sa peau qui descendait de l'épaule droite au côté gauche pour figurer l'écharpe des Armagnacs. Les prisons furent forcées et tous ceux qui s'y trouvaient mis à mort. Ces furieux n'écoutaient rien, ne regardaient rien. Il y eut des concierges et des geôliers massacrés. Les prisonniers pour dette furent égorgés comme les autres, bien qu'il y en eût qu'on savait du parti bourguignon. On avait du sang jusqu'à la cheville dans la cour des prisons. On tua aussi dans la ville et dans les rues. Les malheureux arbalétriers génois étaient chassés des maisons où ils étaient logés et livrés à la populace furieuse. Des femmes et des enfants furent mis en pièces. Une malheureuse femme grosse fut jetée morte sur le pavé, et comme on voyait son enfant palpiter encore dans ses flancs, « Tiens, disait-on, le petit chien remue encore. » 1000 horreurs se commettaient sur les cadavres. On leur faisait une écharpe sanglante, comme au connétable, on les traînait dans les rues. Les corps du comte d'Armagnac, du chancelier, furent ainsi promenés sur une clé dans toute la ville, puis laissés durant 3 jours sur les degrés du palais. Enfin, le massacre dura sans interruption depuis 4 heures du matin jusqu'à 11 heures, sans qu'on pût arrêter cette populace furieuse. Quelque déplaisir qu'en éprouvassent les seigneurs bourguignons, il n'y en avait pas un assez hardi pour dire autre chose que « Mes enfants, vous faites bien ». Après cette déplorable sédition, le bon ordre ne se rétablit point. Ce n'était chaque jour que supplices, assassinats, vexations de toutes sortes. Chacun exerçait librement ses vengeances ou contentait sa rapacité. Toutes les folies qu'on avait vues 6 ans auparavant avaient recommencé. Hommes, femmes, enfants, prêtres, moines n'auraient pas été en sûreté s'ils n'avaient pas porté la croix de Bourgogne. Comme les Armagnacs avaient fait pendant leur puissance une confrérie religieuse qui portait l'écharpe blanche, il fallut avoir aussi une confrérie bourguignonne. Elle s'appela de Saint-André et prit pour signe une couronne de roses rouges. Cependant, ni le duc ni la reine ne se pressaient de revenir à Paris. Il passa le mois de juin à Dijon et ne fit son entrée à Paris que le 14 juillet avec la reine. Le peuple les reçut en grande joie, criant « Noël et vive le duc de Bourgogne !» 600 bourgeois étaient venus au-devant d'eux avec la croix de Saint-André. Ils en offrirent 2 belles en velours au duc. De toutes les fenêtres on jetait des fleurs sous leurs pas. Ils descendirent à l'hôtel Saint-Paul, où le roi fit bon accueil à la reine. Dans les jours qui suivirent, de grands conseils furent tenus pour régler le gouvernement du royaume. Le duc de Bourgogne se fit nommer capitaine de la ville de Paris. Déjà, elle avait repris ses franchises et ses privilèges. La disette et la guerre qui se faisaient presque jusqu'aux portes de la ville portèrent enfin la populace à un nouvel accès de fureur. Après avoir forcé le Grand et le Petit Châtelet, ils s'en vinrent à la Bastille et demandèrent qu'on leur livrât des prisonniers.
Comme on ne leur obéissait pas, ils commencèrent à jeter des pierres et des flèches, à démolir les murailles, à enfoncer les portes. Le duc de Bourgogne arriva, il s'efforça de les apaiser en leur parlant doucement et leur disant de bonnes paroles. Mais ces gens-là n'entendaient rien. Il voulait emmener les prisonniers pour qu'on les mît en justice. Le duc, les voyant ainsi obstinés et indomptables, leur promit qu'il allait leur donner les prisonniers s'ils voulaient promettre de les conduire au Châtelet sans leur faire de mal. Il s'entretint avec leur capitaine, les laissa lui parler avec toute leur rudesse, ne s'offensant en rien de ce qu'il pouvait dire. Il prit même la main, dit-on, au principal d'entre eux, qui semblait conduire tout ce peuple et qui n'était autre que Capluche, le bourreau de la ville. Enfin, on s'engagea à respecter les malheureux prisonniers et le duc leur en fit donner 7 ou 8. Il périt ce jour-là 80 ou 100 personnes, et des femmes furent aussi égorgées. Il y en eut une à qui Capluche trancha la tête au milieu de la rue. Le lendemain, on pensa que ces cruautés allaient continuer. Les bandes d'assassins s'armèrent de nouveau pour aller, disait-on, repousser les Armagnacs qui venaient de Meaux et de Melun. Chacun s'enferma dans sa maison, tremblant de ce qui allait arriver. Pour prévenir de pareilles scènes, il fallait enfin user de rigueur. Le duc de Bourgogne fit venir les bourgeois les plus notables afin d'aviser avec eux à ce qu'il y avait à faire. Ils s'affligèrent avec le duc de ces désordres et lui dirent que ceux qui commettaient tous ces crimes étaient des gens de petit état qui ne cherchaient qu'argent ou pillage. On disait aussi que ce Capluche ne songeait qu'à se venger. Le duc fit défendre sous peine de mort qu'on se permit dorénavant aucun meurtre ni aucun larcin. Dès qu'ils eurent quitté la ville, le duc fit saisir cet infâme Capluche, dont il ne se consolait pas d'avoir touché la main. Capluche fut conduit aux halles, c'était son valet qui devait lui trancher la tête. Il lui expliqua bien comment il fallait s'y prendre, aiguisa le fer de la hache, ajusta le bloc comme s'il eût été encore non le patient mais l'exécuteur, cria merci à Dieu et tendit le cou. Lorsque le calme fut ainsi un peu rétabli à Paris, les bourgeois et chefs de maison vinrent faire serment au duc de s'opposer de tout leur pouvoir à des conspirations ou émeutes et de l'assister pour garder la justice du roi ainsi que la tranquillité du royaume et de la bonne ville de Paris. Le duc de Bourgogne fit de son côté serment aux bourgeois de Paris de les assister pour servir loyalement le roi. Malgré ce retour au bon ordre, on n'avait jamais vu une désolation pareille à l'état de la ville de Paris. La famine et la misère y avaient produit une épidémie terrible. Chaque jour, il mourait tant de monde que les prêtres ne suffisaient point à donner les sacrements et à célébrer les messes funèbres. On trouvait morts dans les bois les brigands qui y avaient pris leur retraite. Cette maladie emporta, dit-on, 50 000 personnes en 6 semaines. Au milieu de tant de calamités, les partisans du dauphin s'enhardissaient chaque jour et reprenaient des villes et des forteresses, soit de force, soit en gagnant les gouverneurs. Les Anglais continuaient librement le siège de Rouen. Pendant ce temps, le duc rétablissait le corps des bouchers. On distribuait des récompenses à ceux qui l'avaient servi, mais il n'apportait remède à rien. Son dessein avait été de traiter avec le dauphin et de le ramener à Paris. Mais il n'était pas facile de faire agréer ces conditions au dauphin. Il était entouré de gens qui n'avaient rien à perdre en le poussant à l'extrême. Il n'était plus gouverné par des seigneurs de sang royal, comme le duc de Berry, ou bien des grands seigneurs, comme le comte d'Armagnac. Il était conduit par de simples gentilshommes, ou même moins que cela. Autour de lui et dans son conseil, on voyait Tanguy du Châtel. Tous gens qui pouvaient espérer une haute fortune avec leur maître et qui avaient tout à craindre du duc de Bourgogne si le dauphin passait sous sa domination. En outre, les massacres de Paris avaient augmenté la méfiance et la haine qu'on avait contre lui. Il y avait dans le parti du dauphin des hommes qui songeaient à venger leurs amis ou leurs parents. Toutes ces paroles furent vaines. Tout ce qu'on put obtenir fut un ordre aux garnisons du parti orléanais de cesser leurs courses et leurs ravages dans la campagne, ordre impossible à faire exécuter. Aussitôt le dauphin recommença vivement la guerre. Le duc de Bourgogne se voyait donc forcé à soutenir une guerre active contre le dauphin, et cependant il avait à défendre le royaume contre les Anglais. Le roi Henri poursuivait presque sans obstacle la conquête de la Normandie. Les Anglais étaient maîtres du cours inférieur de la Seine, ils avaient mis le siège devant Rouen. Les assiégés commencèrent par faire de vigoureuses sorties et chassèrent maintes fois les Anglais de leur logis, mais peu à peu leur nombre devenait plus grand. La ville tarda peu alors à être entourée de toutes parts. La disette commençait aussi à se faire sentir dans la ville, mais le courage des habitants demeurait ferme et invariable. Ils répondaient à toutes les sommations des Anglais que tant que leurs bras pourraient porter une épée, ils préféreraient leur honneur à leur salut. Quelle que fût leur constance, ils devaient tomber au pouvoir de l'Angleterre si nulle armée ne venait les secourir. Les malheureux habitants de Rouen, se voyant sans secours du duc de Bourgogne, s'étaient adressés aussi au dauphin. Bien qu'ils tinssent le parti contraire, il n'en eut pas moins désiré les sauver, mais de même que le duc de Bourgogne,
Il aimait mieux combattre son adversaire que l'ennemi du royaume. La fête de Noël arriva, et nulle armée ne se présenta pour délivrer la ville. La famine y avait déjà fait périr 50 000 personnes. Enfin, vers le commencement du nouvel an, on reçut l'avis que le duc de Bourgogne conseillait aux assiégés d'obtenir les meilleures conditions qu'ils pourraient. Le 19 de janvier, le roi Henri fit son entrée solennelle dans la ville. Sa suite était magnifique. Il commença par aller remercier humblement Dieu dans la cathédrale, puis il se logea dans le château, reprenant ainsi possession de cette ville que le grand roi Philippe Auguste avait conquise 215 ans auparavant sur les rois d'Angleterre. Le roi Henri avait pris le titre de roi de France et commença à faire frapper monnaie à Rouen. La prise de Rouen jeta dans l'abattement toute la Normandie. Il n'y eut pas une ville qui ne se rendit. L'alarme fut grande à Paris. Rouen avait succombé sans être secouru. L'ennemi s'avançait ne trouvant nulle résistance. Le duc de Bourgogne avait emmené le roi à Lagny. La ville semblait abandonnée. Le peuple disait tout haut qu'il n'y avait que les communes qui défendissent un peu le royaume contre les Anglais, mais que les princes et les gentilshommes étaient si occupés de haine de Bourguignons et d'Armagnac qu'ils ne s'opposaient en rien à la conquête de la France. Les moyens faciles et convenables dont parlait le duc de Bourgogne, c'était de traiter soit avec le dauphin, soit avec le roi d'Angleterre. Il était dans un si grand embarras qu'il négociait à la fois avec tous les deux. Le roi d'Angleterre se prêtait fort bien à ces doubles propositions. Elles entretenaient parmi les princes de France une division qui lui était profitable. Les Anglais se réjouissaient, mais s'étonnaient eux-mêmes que dans une telle détresse du royaume, les deux partis ne se réunissent pas contre eux. Après beaucoup de pourparlers, après diverses allées et venues, une trêve fut aussi conclue entre les Anglais et les Bourguignons. On avait dressé au bord de la rivière près de Meulan une enceinte de pieux où des pavillons avaient été tendus d'un côté pour le roi de France, de l'autre pour le roi d'Angleterre. Au milieu était une tente pour l'entrevue. Le roi de France était malade, le roi Henri y était déjà. Le comte de Warwick vint de sa part saluer la reine dans sa tente. Elle en sortit ensuite au même moment où le roi sortait de la sienne. Lorsque le roi Henri et la reine se furent rencontrés, il la salua, lui prit la main et l'embrassa. Le duc de Bourgogne fléchit un peu le genou devant lui, mais le roi lui prit aussi la main, le releva et l'embrassa. Les jours suivants, il y eut encore de semblables entrevues. Le plus grand ordre régnait entre les deux peuples. On avait fait quelques sévères ordonnances pour empêcher toute querelle et les Français et les Anglais vivaient entre eux de bon accord et courtoisement. Souvent même les uns ne s'inquiétaient point d'être en moindre nombre que les autres dans l'enceinte des tentes. Nonobstant ces mutuelles civilités, rien ne pouvait se conclure. La reine finit par demander au roi d'Angleterre de dire précisément ce qu'il proposait. Ces demandes consistaient en l'exécution du traité de Brétigny, la Normandie et la souveraineté absolue sans vassalité de ce qui lui serait cédé par le traité. Il semblait que l'on ne fût pas très loin de s'entendre. Mais les Anglais croyaient s'apercevoir que le duc de Bourgogne n'avait aucune envie de terminer, et que son but était ou de ramener le dauphin par la crainte de cette paix, ou d'avoir de meilleures conditions en menaçant le roi Henri de se réconcilier avec le dauphin. Pour s'en expliquer, le roi d'Angleterre lui fit proposer une conférence entre deux. Chaque jour, le duc de Bourgogne proposait quelques réserves nouvelles, et le roi d'Angleterre se plaignait de ce qu'il lui faisait demander même des choses qu'il ne pouvait accorder sans offenser Dieu et violer ses serments. C'est que cette paix paraissait si dure, et le duc éprouvait un tel déplaisir de donner une grande part du royaume à ses anciens ennemis qu'il avait préféré traiter avec le dauphin. Toutefois, le duc retombait toujours dans l'hésitation. Il convoqua son conseil pour qu'on examinât mûrement ce qu'il valait le mieux, d'accorder aux Anglais leur demande ou de se réconcilier avec le dauphin. Nicolas Rolin, conseiller de Bourgogne, soutint que le premier parti était meilleur. Il dit que les Anglais étaient trop puissants en ce moment pour que le roi et le duc de Bourgogne eussent espoir de leur résister. Le mois de juin s'écoula tout entier en conférence publique avec les Anglais, en pourparlers secrets avec les serviteurs du dauphin. Enfin, le 30 juin, il ne fut plus question de traiter avec les Anglais et les tentes furent levées. Le 7 juillet, le duc quitta Pontoise avec une suite nombreuse de gendarmes et de gentilshommes qui s'étaient rendus à son mandement. À une lieue de Melun, sur la chaussée des étangs de Verre, était un ponceau en pierre.
C'était là qu'on avait construit avec des branches et des feuillages une cabane ornée de draperies et d'étoffes de soie. De chaque côté, à l'extrémité de la chaussée, des tentes avaient été dressées pour la suite de chacun des princes. Ils eurent le 8 juillet dans cette baraque du Ponceau une première entrevue qui se prolongea jusqu'à 11 heures du soir. Le dauphin se retira triste et mécontent, il n'avait pu rien gagner sur l'esprit altier du duc de Bourgogne. Cependant, le lendemain, il envoya le sire Tanguy du Châtel pour tâcher de persuader le duc. Ce jour-là, de terribles orages éclatèrent du côté de Paris. La grêle dévasta les campagnes et le tonnerre tomba en plusieurs lieux. Ce fut dans l'esprit de beaucoup de gens un funeste présage pour cette réconciliation des princes qu'on s'efforçait de conclure et dont on espérait la fin des malheurs du royaume. Le surlendemain, ils retournèrent au Ponceau, chacun de son côté et entourés d'une grande assemblée de gendarmes. Lorsqu'ils furent à 2 traits d'arc l'un de l'autre, ils arrêtèrent leurs troupes. Accompagnés de 10 hommes seulement, ils s'avancèrent et mirent pied à terre. Le duc de Bourgogne s'inclina humblement et s'agenouilla. Le dauphin lui prit la main, l'embrassa et voulut le faire lever. Mais il s'y refusa au premier instant, disant « Monseigneur, je sais comment je dois vous parler. » Le dauphin l'assura qu'il lui pardonnait toute offense, si en effet il en avait reçu de lui. Puis il lui dit « Mon cousin, si au traité proposé entre nous, il y a quelque chose qui ne soit pas à votre plaisir, nous voulons que vous le corrigiez. Et dorénavant nous voudrons tout ce que vous voudrez, n'en doutez pas. » Ils s'entretinrent ensuite pendant quelque temps, paraissant gais et de bon accord. Puis le traité fut signé. Ce fut avec de grands transports de joie et en s'embrassant les uns les autres que les princes et leurs serviteurs signèrent cette paix. La foule qui les environnait criait « Noël !» et maudissait ceux qui désormais voudraient reprendre les armes pour cette damnable querelle. Le dauphin retourna en Touraine, le duc à Pontoise auprès du roi. Le roi, la reine et le duc quittèrent Pontoise et vinrent à Saint-Denis, où ils passèrent quelques jours. Les Parisiens s'étonnaient de plus en plus d'être ainsi abandonnés. La paix des princes leur avait causé une grande joie. Cependant, ils ne voyaient pas qu'on s'occupât beaucoup à faire cesser les désordres, ni à tenir en crainte les méchantes gens qui disaient que la paix ne pouvait réjouir que les Armagnacs. Ils étaient plus mécontents encore qu'on ne fit nulle assemblée de gendarmes contre les Anglais, qu'on sembla fuir devant eux en leur livrant Paris, où il n'y avait en ce moment aucun chevalier renommé, ni aucun capitaine. Mais les esprits furent encore bien plus tristement émus, lorsque le 29 juillet, vers le milieu de la journée, on vit arriver à la porte Saint-Denis une troupe de pauvres fugitifs en désordre et troublés d'épouvante. Les uns étaient blessés et sanglants, les autres tombés de faim, de soif et de fatigue. On les arrêta à la porte, leur demandant qui ils étaient et d'où venait leur désespoir. « Nous sommes de Pontoise », répondirent-ils en pleurant. « Les Anglais ont pris la ville ce matin. Ils ont tué ou blessé tous ceux qui s'est trouvé devant eux. Bienheureux qui a pu se sauver de leurs mains. Jamais les Sarrasins n'ont été si cruels aux chrétiens qu'ils le sont. » Pendant qu'ils parlaient, arrivaient à chaque moment des malheureux à demi nus, de pauvres femmes portant leurs enfants sur les bras. Tous se lamentaient. « Oh mon Dieu !» disaient-ils. « Préservez-nous du désespoir par votre miséricorde. Ce matin, nous étions encore dans nos maisons, heureux et tranquilles. À midi, nous voilà comme gens exilés cherchant notre pain. » Les uns s'évanouissaient de fatigue, les autres s'asseyaient par terre comme ne sachant que devenir, puis ils parlaient de ceux qu'ils avaient laissés derrière eux. Il y avait des femmes grosses qui accouchaient sans secours et qu'on voyait se mourir. De Paris à Saint-Denis, tout le chemin était couvert de ces malheureux. On les laissa entrer dans la ville et pendant toute la semaine, il en arriva d'autres des villages d'auprès de Pontoise. Mais comment les secourir ? La disette régnait encore à Paris et tous les vivres étaient bien chers. Ce jour-là même, le duc de Bourgogne était encore à Saint-Denis et il avait avec lui un bon nombre de gendarmes qu'il avait depuis 5 jours emmenés de Pontoise. Le seigneur de l'Isle-Adam, qui avait toute sa confiance, avait laissé surprendre cette malheureuse ville restée sans défense et, après ce désastre, le duc ne faisait autre chose que de se retirer plus loin avec le roi. En effet, il partit le lendemain pour se rendre à Troyes. Les Armagnacs ne pouvaient s'empêcher de voir de la perfidie dans la conduite du duc de Bourgogne et surtout dans la perte de Pontoise. Cependant, le sire de l'Isle-Adam s'était comporté vaillamment. Il avait été surpris à l'improviste. La ville avait été escaladée pendant la nuit et il avait de son mieux combattu dans les rues sans avoir même pris le temps de vêtir son armure. Les serviteurs de l'un et de l'autre prince recommençaient à semer entre eux l'ancienne méfiance. La prise de Pontoise était interprétée à trahison. On disait que pendant le séjour à Saint-Denis, le duc avait eu encore de criminelles intelligences avec les séditieux de Paris. On se plaignait surtout de ceux qui n'agissaient en rien contre l'ennemi commun. Cependant, les deux princes étaient convenus de se revoir. En attendant, ils s'écrivaient avec amitié et se confiaient même leurs secrets. Le duc pressait le dauphin de venir à Troyes. Le dauphin proposait sans cesse l'entrevue nouvelle qu'on s'était promise. Tanguy du Châtel et le sire du Péchin vinrent à Troyes.
Ils s'assurèrent que le dauphin ne demandait pas mieux que de jurer l'observation des ordres que le roi avait donnés en conséquence de la paix, mais qu'il voulait auparavant entretenir le duc de choses grandement importantes pour le bien du royaume. Le duc répondait toujours qu'il était plus simple que le prince vint auprès du roi son père. Le dauphin s'était avancé jusqu'à Montreux afin d'avoir cette entrevue. Le sire Tanguy du Châtel retourna à Troyes et fit si bien que le duc promit de se rendre à Bray-sur-Seine, à 2 lieues de Montreux. Le duc répondit qu'il était prêt à servir le dauphin et à employer sa personne, ses biens, ses amis et ses sujets pour lui prouver son obéissance, que quant au lieu où il se verrait, c'était une chose à régler. Tanguy et Dupéchin revinrent encore et proposèrent que l'entrevue se fît sur le pont de Montreux. Ils dirent au duc qu'on lui livrerait le château et la rive droite et qu'il y logerait ses gendarmes en tel nombre qu'il voudrait. Enfin, il y consentit et le jour fut pris au 10 septembre. Parmi les conseillers du duc et ceux qui étaient dévoués à sa personne, la plupart n'étaient point pour cette entrevue. Il lui représentait que le dauphin n'était entouré que de ses mortels ennemis, des serviteurs de l'ancien duc d'Orléans, des seigneurs dont les parents avaient été tués récemment par les Parisiens. Qu'on ne voyait pas bien le motif de cette conférence, que le lieu avait été disposé par les gens du dauphin et à leur guise. Mais après beaucoup d'hésitation, le duc s'était résolu à y aller. C'était aussi l'opinion du conseil du roi à Troyes. « C'est mon devoir, disait-il, d'aventurer ma personne pour parvenir à un aussi grand bien que la paix. Quoi qu'il arrive, je veux la paix. S'il me tue, je mourrai martyr. » Puis il ajoutait « Quand la paix sera faite, je prendrai les gens de monseigneur le dauphin pour aller combattre les Anglais. » À son départ, ses fidèles serviteurs renouvelèrent les mêmes instances et les mêmes avertissements. Un juif qu'il avait dans sa maison et qui se mêlait de prédire l'avenir lui disait que s'il y allait, il ne reviendrait jamais. Rien ne put l'arrêter. Il partit avec environ 400 hommes d'armes et arriva vers 2 heures devant Montreux. Tanguy vint le trouver. « Eh bien, lui dit-il, sur votre assurance, nous venons voir monseigneur le dauphin, pensant qu'il veut bien tenir la paix qui a été faite entre lui et nous, comme nous la tiendrons aussi, tout prêts à le servir selon sa volonté. »« Mon très redouté seigneur, répondit Tanguy, n'ayez nulle crainte, car monseigneur est bien content de vous et veut désormais se gouverner selon vos conseils. D'ailleurs, vous avez près de lui de bons amis qui vous servent bien. » Il fit ensuite question des sûretés qu'on devait se donner de part et d'autre. On convint de jurer par parole de prince qu'on ne se porterait mutuellement aucun mal ni dommage, que le dauphin et le duc entreraient chacun de leur côté sur le pont avec 10 hommes d'armes de leur choix dont ils se communiqueraient d'avance la liste. Comme on s'occupait à régler ces précautions, un valet de chambre qui était allé d'avance préparer le logis de son maître dans le château vint en toute hâte s'écriant « Monseigneur, avisez à vous-même, sans faute vous serez trahi. Pour Dieu, pensez-y. » Le duc se retourna vers Tanguy. « Nous nous fions à votre parole. Par le saint nom de Dieu, êtes-vous bien sûr de ce que vous nous avez dit, car vous feriez mal de nous trahir. »« Mon très redouté seigneur, répéta encore Tanguy, j'aimerais mieux être mort que de faire trahison à vous ou à nul autre. N'ayez aucune crainte. Je vous certifie que monseigneur ne vous veut aucun mal. »« Eh bien, nous irons donc, nous fions à Dieu et à vous, » reprit le duc. Le duc se mit en route pour aller du château sur le pont. Un de ses serviteurs vint encore le supplier de prendre garde, lui disant qu'on voyait beaucoup de gens dans les maisons de la ville qui touchaient au pont. Les gens du dauphin avaient fait construire aux 2 bouts du pont de fortes barrières fermées d'une porte. Vers le milieu du pont était une sorte de loge en charpente où l'on entrait de chaque côté par un passage assez étroit. Contre l'usage commun de ces sortes d'entrevues, aucune barrière ne régnait dans le milieu de cette loge pour séparer les 2 parties. Lorsque le duc arriva à la barrière du côté du château, il y trouva pour recevoir les siens le sire de Beauvau et Tanguy du Châtel. « Venez vers monseigneur, il vous attend, dirent-ils. » Le duc prêta son serment. « Messieurs, dit-il en les saluant, vous voyez comme je viens. » Et il leur montra que lui et ses gens n'avaient d'autres armes que leur côte et leur épée. Puis, frappant sur l'épaule à Tanguy, « Voici en qui je me fie. » À peine fut-il passé que Tanguy pressa les chevaliers bourguignons d'entrer. Le duc s'avança, laissant ses gens un peu derrière lui. La foule qui se pressait devant les barrières au bout du pont le vit ôter son chaperon de velours noir, puis mettre un genou en terre devant le dauphin. À peine s'était-il relevé qu'on entendit crier « Alarme! Alarme! Tue! Tue !» Et l'on aperçut les gens du dauphin frappant le duc de leurs haches et de leurs épées. À l'instant même, il fut abattu. Une foule d'hommes armés entra du côté de la ville. Les serviteurs du duc de Bourgogne furent saisis et faits prisonniers.
les hommes du dauphin chargèrent à l'improviste sur les Bourguignons troublés, en tuèrent quelques-uns et les mirent en fuite. Revenant sur le pont, ils voulurent ensuite jeter le corps du duc dans la rivière après l'avoir dépouillé, mais le curé de Montreux s'y opposa et le fit porter dans un moulin près du pont. Ce qui se passa entre le duc et le dauphin dans le court instant qui précéda le meurtre fut d'abord raconté diversement. Et l'on ne pouvait guère savoir la vérité, car les serviteurs du duc de Bourgogne, qui l'avaient accompagné sur le pont, étaient tenus en prison. Les gens du dauphin ne pouvaient être crus dans leurs récits, et la chose s'était passée si vite que de loin on n'avait rien démêlé distinctement. Le dauphin, dès le lendemain, écrivit à la ville de Paris et aux autres bonnes villes du royaume pour leur annoncer ce qui venait de se passer. Après avoir dit que le duc l'avait fait attendre 18 jours à Montreux, il rapportait ainsi le fait de sa mort. Mais la publique renommée avait déjà répandu partout que ce meurtre avait été machiné de longue main par les gens du dauphin. La nouvelle en était parvenue à Paris dès le lendemain et avait jeté le peuple dans la consternation et dans la fureur. Les hommes sages avaient vu les malheurs irréparables qui en allaient provenir. Ils disaient que ce crime allait évidemment amener la perte du royaume, la honte de ses auteurs et le dommage du dauphin qui, pour recueillir l'héritage royal de son père, trouverait moins d'aide et de faveur et plus d'ennemis qu'auparavant. De plus en plus, il s'établit dans les esprits que le duc avait été traîtreusement assassiné. Les hommes violents de l'ancien parti d'Orléans ne dissimulaient rien, disaient que c'était punition divine et s'en félicitaient grandement. Pour Tanguy, que les Bourguignons accusaient plus que tous les autres, il protesta toute sa vie qu'il n'était pour rien dans cet assassinat. Il s'en fit excuser près du duc Philippe de Bourgogne et offrit de combattre ceux qui prétendraient le contraire. Néanmoins, la voix publique ne cessa jamais de lui imputer et le complot et le meurtre. Du reste, tout ce qu'on disait contre les serviteurs du dauphin ne prouvait pas absolument que lui-même fût instruit par avance de leurs desseins. Il était bien jeune et d'un caractère faible. Dans tout le cours de sa vie, s'étant toujours montré sans fiel et sans cruauté, l'on ne demanda pas mieux que de croire par la suite qu'il avait seulement consenti à ce que le duc Jean fût saisi et retenu prisonnier, ne prévoyant pas que, sous cette apparence, c'était un meurtre qu'on lui proposait. Ainsi fut vengé par un crime, le crime que 12 ans auparavant avait commis le duc de Bourgogne. Depuis lors, il n'avait pas eu un moment de repos. Sa vie avait été livrée à de continuelles traverses. Son honneur avait reçu sans cesse de nouveaux affronts. Il n'avait connu que méfiance, crainte, irrésolution. Le meurtre qu'il avait commis avait livré le royaume à 12 années de désordre et de guerre civile. Le meurtre commis sur lui donnait la France aux Anglais, tant les crimes des princes devaient causer de maux au peuple. Cependant, le duc Jean laissait une mémoire plus honorée parmi ses sujets. Les Flamands sous son règne avaient été tranquilles, heureux, et rien n'avait arrêté le cours de leur commerce et de leur richesse. Il avait toujours redouté et ménagé ces bonnes et libres villes. Il leur avait, pour ainsi dire, donné son fils encore enfant qui était devenu plus flamand que bourguignon. C'était lui qui les avait gouvernés et les avait remplis d'affection et d'espérance. Les deux Bourgognes n'avaient ni les mêmes franchises, ni les mêmes privilèges. Elles avaient pourtant été mieux gouvernées que la France. Tout s'y passait avec plus d'ordre et une autorité plus régulière. Les ravages de la guerre des princes, les courses des compagnies n'y avaient pas pénétré fort avant. Dans les dernières années, la duchesse de Bourgogne était revenue s'établir dans le duché et son gouvernement avait été doux et agréable aux seigneurs et au peuple. L'Artois avait été la moins heureuse des provinces de Bourgogne. La guerre et le passage des armées y avaient été rudes, mais la noblesse n'en avait pas conservé moins de zèle et d'affection pour le duc. C'est que nonobstant ce qu'il avait de hautain, d'impérieux et d'emporté dans le caractère, il était facile pour ses serviteurs, il recevait leurs conseils. Quand on avait gagné sa confiance, on l'avait tout entière. Il aimait à récompenser les services qu'on lui rendait et le savait bien faire.
avait aussi des qualités chères aux gens de guerre. Il était rude à lui-même, infatigable, sachant endurer patiemment la faim, la soif, le froid, la pluie, la chaleur. Robuste dans sa petite taille, il avait l'œil petit et d'un bleu clair, mais le regard ferme et menaçant. Ses cheveux étaient noirs, il les portait longs et sa barbe rasée. Son visage était plein et donnait l'idée de la santé et de la force.